Ce jeune homme que vous allez voir dans un instant s'appelle Gwynplaine. Si Satan avait son rire, ce rire condamnerait Dieu. Je sais pas vous, hein, pour moi c'est un souvenir d'enfance. Hein, et c'est même pas le livre d'abord, moi c'est le feuilleton télévisé. Hein. J'avais 10 ans, c'était en 1971, et il y avait à la télévision qui trônait dans la salle à manger de mes parents. On regardait tout le temps ça, c'était l'époque de Belphégor, du Don Juan de Bluval, des dramatiques en noir et blanc, des chapeaux melons et bottes de cuir, enfin tout ce qui m'intriguait, me faisait peur. Et pour moi, c'était vraiment important, et tout que cet homme qui rit m'a marqué quand même pour toujours. Hein, parce que c'est vrai que ça m'avait fait peur, il était plus déformé que dans mon film, le Gwynplaine. Et je me souviens très bien, c'est quoi cette histoire de garçon kidnappé, qui ensuite devient un acteur célèbre, et puis tout le monde était très sérieux dans ce film. Je sais que mes parents m'ont pas laissé voir la fin, donc ça m'a bien frustré. Et je n'ai découvert le roman que 5-6 ans après. Et dans un moment où, moi, le passage d'adolescence, un peu difficile, hein, parce que j'avais grandi d'un coup, je faisais presque 2 mètres, donc très complexé. Et ce qui me consolait et ce qui me plaisait, moi, qui étais tout le temps dans mon coin tout seul, c'était le fantastique et c'était des histoires de monstres. Hein. J'ai toujours aimé ça, quoi. Ça m'a toujours fait monter les larmes. Ça, je comprends bien. Le romantisme du monstre, c'est-à-dire que ce soit même dans Carrie de Brian De Palma, hein, dans La Belle et la Bête, la bête qui brûle quand la belle le regarde. Moi, je m'identifiais à ces monstres, sans parler de La Mouche de Cronenberg, par exemple, parce que c'est vraiment fondamentalement romantique. J'ai toujours aimé le romantisme des monstres. Donc voilà, moi, comment j'ai appréhendé L'Homme qui rit, pas du tout sous un angle historique, mais sous l'angle du personnage, voilà, du décalé, du rejeté, du différent des autres. Bah, comme on disait, de toute façon, l'historique chez Hugo, il n'y a qu'un vernis, parce qu'en fait, ça ressemble plus à de la fantaisie. Donc, quand on travaille dessus, on se rend compte qu'on ne réussit pas à retrouver vraiment... la chronologie de l'Angleterre, puisque c'est en Angleterre, donc je pense que c'est le meilleur moyen de rentrer dedans. Moi, je me souviens plus tellement comment je l'ai vu. Je pense que c'est bêtement en suivant après Notre-Dame de Paris 93, je me suis dit tiens, je vais lire un autre Hugo, je dois avoir 17 ans. Et puis voilà, c'est tombé sur L'Homme qui rit. Mais ce qui m'intéressait, c'est aussi sur les éditions d'époque. J'ai vu qu'il l'avait réédité avec l'affiche du film, le roman, ce qui est bien. Mais c'était les dessins, les eaux-fortes de Hugo, quoi. Et comme moi j'adore le dessin, je ne dessine plus mais j'adore les dessinateurs. Et c'est vrai que les dessins de Hugo m'avaient vachement impressionné et ça m'a donné envie de lire. Et c'est vrai que les dessins, ils ressemblent à son style, il ressemble à Gwynplaine, aussi à Barkilphedro. Il y a vraiment ce côté super torturé. Et moi c'est mon Hugo préféré, je pense, parce que je trouve qu'il va au bout d'un truc de folie complète. Il fait des descriptions incroyables de la neige noire qui n'existe pas, mais on y croit quand il y a la neige noire avec les comprachicos sur le bateau. Il dit que la neige tombe noire et que le reste est blanc. C'est vrai que c'est fantastique. On ne peut pas le faire. Non. Mais en même temps, c'est tellement incroyable qu'on a envie d'y croire, quoi. Donc, et le roman, c'est un peu ça. Je trouve que c'est un roman sur la neige noire, c'est-à-dire sur ce qui n'est pas possible et qu'on croit quand même. Et donc ouais, ça c'était. C'est joli. C'est joli. Et est-ce que pour toi, c'est du gothique, c'est du fantastique gothique, c'est bien ça, du fin 19e siècle, comme Marie Shelley, les Frankenstein, il y a de ça dans l'époque. Mais je pense qu'il y a de ça, mais que, hélas, ou tant mieux pour Hugo, mais c'est un tel génie, je pense que c'est un génie, c'est un vrai génie, c'est-à-dire que c'est pas un mec qu'on considère comme un génie alors qu'il n'en est pas. Mais je pense que finalement, la puissance de son écriture, c'est tellement énorme qu'il ne peut pas être considéré comme un auteur fantastique, comme un auteur. Et d'un autre côté, du coup, il ne sera jamais comme les autres, considéré comme un des premiers du fantastique, mais L'Homme qui rit, c'est quand même un roman fantastique. Et ce qui est incroyable, c'est qu'il est assez méconnu quand même. Je crois qu'il a été très mal accueilli quand il est sorti. Hein. Des gens ont beaucoup reproché ce mélange de mélodrame, de fantastique et de satire, de burlesque. Mais comme il a inspiré et presque nourri quand même tout un pan de la création du cinéma fantastique, de la BD américain, c'est-à-dire quand même une première adaptation 1928, le film de Paul Leni, c'est quand même un film américain, c'est pas les Français qui se sont inspirés, qui se sont emparés de ce roman. C'est un film muet que j'aime beaucoup, hein, qui est vraiment très beau, qui est superbe, avec Konrad Weil, qui est l'acteur allemand, qui a souffert le martyre à cause des élastiques qu'il avait dans la bouche, et on lui voit donc le sourire. Et simplement, Paul Leni n'a pas eu l'autorisation, il l'avait tourné, je crois, de faire la fin du roman, donc qui est quand même tragique, et on lui a imposé Happy End, qui est un peu délirant, ça veut dire capé d'épée. Mais le film va ressortir en DVD, et c'est vraiment un très beau film. Et puis ensuite, hein, c'est dans les années 40 que les créateurs de Batman, s'inspirant et du film et du roman, invente le Joker. Voilà. Donc ça, je suis content que quand je vois des adolescents là, avec le film, parce que ça leur plaît, mais ils n'arrivent pas à croire que ça vient de Victor Hugo, le Joker de Batman. Les gens ne sont pas forcément méchants, tu sais, ils sont dangereux quand ils ont peur.
C'est tout ce qui est différent d'eux, là, ça leur fait peur. Là où la multitude voyait le monstre, Déa, aveugle, voyait l'archange. Et sans parler de l'influence qu'il a eue sur Tim Burton, qui a souvent dit qu'il adorait L'Homme qui rit, le film et le roman, et qu'il aurait voulu le faire. Et comme ça a inspiré aussi son Édouard aux mains d'argent. Moi, je trouve qu'il y a tout de même beaucoup de liens entre le Gwynplaine, créature finalement. On lui a fait cette cicatrice, hein, on l'a charcuté, et créature inachevée qui veut aller dans le monde, qui est naïf, qui est candide. Je disais tout à l'heure, en plus, qui n'est pas sûr de lui jamais. C'est comme Édouard aux mains d'argent, qui est comme ça, comme un con. Qui est fragile. Je pense que c'est frappant comme Tim Burton s'en est inspiré pour ce qui est un de mes films préférés, un de Tim Burton. Pareil, Edward, c'est comme Gwynplaine, c'est aussi un objet de désir pour les autres, hein, et c'est aussi un miroir en fait. Hein, ce masque, les gens se voient dedans, quoi, hein, et comme la duchesse lui dit, voilà, tu es ce que tu es à l'extérieur, je le suis à l'intérieur. Quoi, hein, c'est cette question de la monstruosité physique ou intérieure. Ouais, de toute façon, il y a tellement de thématiques. Et puis c'est vrai que comme Hugo, c'était aussi un grand démocrate, dans une période où c'était quand même compliqué de l'être, il parle quand même beaucoup de la démocratie, des républicains. Je pense que c'est peut-être pour ça que ça se passe en Angleterre, puisque en Angleterre, ils n'avaient pas fait la révolution, donc il y a les lords et tout ça. Donc ils profitent finalement pour faire un discours révolutionnaire à la Chambre des Lords. C'est presque ça, en fait. Sauf qu'il ne va pas jusqu'au bout avec la reine, il n'ose rien faire à la reine. Il n'ose pas lui couper la tête dans le roman, mais c'est vrai qu'il y a ça, il y a cette espèce de... Puis à mon avis, ça parlait aussi aux bourgeois de l'époque, etc. Parce que la misère en France, elle était quand même, connue. Quoi. Et c'est vrai qu'il y a cette part sociale. Moi, je suis vraiment parti sur la part intime. Hein. C'est vrai que l'identification à ce garçon, je ne sais pas comment vous avez travaillé sur l'adaptation proprement dite. Ce roman est quand même dément, foisonnant. C'est un roman monstre, un fou, 750 pages. Moi, mon parti pris avec le scénariste Guillaume Laurent, ça a été tout de suite de ne jamais quitter Gwynplaine. Hein. C'était mon personnage point de vue. Alors que Victor Hugo ne cesse de le quitter, de faire des montages parallèles, hein, d'une certaine façon. Il part sur l'aristocratie, tiens, et puis je vais faire 20 pages sur les comprachicos, qui sont magnifiques. Mais voilà, moi, dans un récit cinématographique à ma mesure, hein, je ne voulais jamais quitter Gwynplaine et être dans son point de vue. Autant Victor Hugo nous explique des choses presque dans le dos de Gwynplaine, moi je voulais être que le spectateur soit comme Gwynplaine, c'est-à-dire ne comprenne pas tout ce qui lui arrive. Ça, c'était vraiment la première chose qui a guidé mon adaptation. Puis il y a plein de choses magnifiques dans le roman qui ne sont pas dans le film. Je n'aurais pas su faire, par exemple, les pirates qui partent tout de suite après avoir abandonné le petit au début du livre et qui coulent dans une tempête démente et qui lancent... D'un coup, il n'y a plus rien et il coule quand c'est tout calme, c'est redevenu tout calme, c'est incroyable. Et qui lance donc cette bouteille à la mer qu'on retrouvera après, c'est comme ça qu'on identifiera le Gwynplaine comme aristocrate. Tout ça était vraiment compliqué et donc moi je voulais tout recentrer sur ça quand même, le thème intemporel de l'apparence. Hein. C'est ce qui m'avait embêté dans ma jeunesse et c'était ça quoi et tout. C'est quoi se sentir laid, c'est quoi pour moi, je sais pas toi, la cicatrice j'ai toujours interprété comme la faille narcissique moi, mais c'est-à-dire voilà, on a soit une tache, on a quelque chose, les cheveux qui partent ou quoi, enfin on n'est pas sûr de son apparence. Et puis dans l'histoire, c'est l'acteur. C'est un livre sur les acteurs. Vraiment. Comment on raconte une histoire, c'est une métaphore aussi de raconter, de faire un scénario presque. C'est vraiment. Ça, c'est le doute permanent. Et en plus, c'est un peu ça, parce que là, en ce moment, vous êtes en pleine promo, donc il y a aussi le doute permanent face à. Je trouve dans la création, il y a ça. Nous, on doute de ce qu'on a fait et on se trouve face à des critiques qui, eux, ne doutent pas. Donc, ils ont toujours cet avantage. Qu'ils aient bien aimé ou pas aimé, en fait, leur avantage à eux, c'est de ne pas douter. Et nous, on est toujours très idiots devant parce que nous, on doute, donc on ne sait pas. Et donc, c'est toujours intéressant ce rapport-là, je trouve. Et il y a un peu ça dans ce qui arrive face à l'Assemblée. Et à ce moment-là, ils décident d'y aller à fond et puis finalement, ils passent pour un idiot. Donc, il vaut mieux douter un peu, je pense. Je pense aussi, hein, mais c'est vrai que c'est sur l'acteur, hein. C'est quand même tellement riche, mais c'est vraiment sur le masque. L'intuition géniale de Victor Hugo, ce masque, c'est quand même le masque de la tragédie grecque, le sourire en bas, les yeux qui pleurent, ou la commedia dell'arte. Et sur l'acteur qui doute de lui-même et qui voudrait, et j'ai beaucoup pensé à Bergman aussi, hein, quand même, La Nuit des Forains, enfin toutes ces ambiances, c'est quoi? On veut enlever son masque et il y en a encore un dessous. Et c'est quoi? Moi, la réplique qui me fait le plus de peine dans cette histoire, c'est quand il est devenu riche au bal et que Déa est là. Si je ne me trompe, ce qui n'est pas le cas dans le roman d'ailleurs, hein, je crois bien que c'est nous qui l'avons fait venir au château. Je crois qu'elle ne vient pas en fait, mais on ne sait plus au bout d'un moment. Hein. Je ne savais plus ce qu'était du Hugo ou du moi. Mais c'est terrible, hein, ça. Au bout d'un moment, on ne sait plus hein, quand même. Hein.
Mais tout de même, quand il dit à Déa au bal, alors que tout le monde se moque de lui, que Déa l'entend, mais lui non, il dit ici on m'aime pour ce que je suis, alors que c'est le moment où il se trompe Ouais, le c'est plus, dingue, alors qu'il est, il est grimé comme c'est pas possible. Donc c'est vraiment et sur l'identité et sur la recherche, avec en écho, oui, toute la vision sociale, la révolte du personnage, qui est vraiment dans la contradiction, quoi. Tout est contradictoire chez lui, quoi. Il est idéaliste, il est révolté, et en même temps, il veut aller vers la lumière, il veut qu'on l'aime parce que c'est un acteur, parce qu'il est comme nous tous, il a quelque chose à combler et qui va vers ce qui brille, quoi, quand même. Hein. Et c'est là où il se Oui, perd. c'est compréhensible. Parce qu'il vient en plus, il retourne, d'une certaine manière, il retourne chez lui, puisqu'il est né là. Même si C'est vrai. Ça l'attire de toute façon. C'est vrai que c'est cette belle question de où est mon abri, hein, et qui est ma famille, C'est quoi le... qui est mon père. Ouais, C'est vraiment... Sur la culture, c'est moi ce que je pense souvent finalement des adolescents qui ont été adoptés et qui veulent retourner à leurs racines. Et en fait, ils n'auraient pas été adoptés, ils auraient trouvé autre chose comme rébellion ou comme Vraiment. envie. C'est juste un truc sur lequel s'accrocher, Vraiment. mais qui n'existe pas vraiment. Quoi. Donc pour ça, c'était intéressant. Mais moi, ce que j'avais bien aimé et que j'ai essayé de faire, contrairement à Hugo dans le roman, et ce que les lecteurs n'ont pas compris, ou ils ne comprenaient rien quand je l'ai fait, mais ça me semblait important, c'est qu'Hugo, il dit que les comprachicos, ils parlent un mélange d'anglais, d'espagnol et de français. Et lui, il les fait parler en français. Il n'a pas osé. Alors je me suis dit, moi je vais faire mieux qu'Hugo, je vais les faire parler vraiment en anglais, en français et en espagnol. Et mes lecteurs, ils comprennent rien. Qu'est-ce que Pourtant, c'est c'est hyper simple. J'ai fait vraiment hyper simple, quoi. Mais comme quoi, on se rend compte qu'il faut quand même être... il a eu raison, parce qu'il faut quand même être simple, parce que